Une sphère de Dyson constitue un concept théorique d'envergure. Une structure colossale entourant une étoile, composée de plateformes orbitales disposées en formation compacte. Ce projet est envisagé comme une solution ultime, tant pour répondre aux besoins énergétiques que pour offrir un espace habitable. Une telle réalisation permettrait d'exploiter chaque rayon et toute la chaleur émise par l'étoile, tout en créant une immense surface de vie. La première personne à théoriser une construction aussi étrange fut le physicien théoricien américano-britannique Freeman Dyson. Selon lui, une civilisation extraterrestre intelligente pourrait envisager de construire cette sphère après avoir colonisé certaines lunes et planètes dans son voisinage stellaire local. Avec la croissance de leur population, ces extraterrestres auraient besoin de plus en plus d'énergie pour soutenir leur mode de vie. Dyson a estimé qu'en supposant une croissance démographique d'1% par an, cette civilisation verrait ses besoins en espace et en énergie multipliés par 1000 milliards en seulement 3 millénaires. Si son système solaire abritait un objet céleste de la taille de Jupiter, il lui serait possible de le démanteler pour en disperser la masse sous forme d'une coquille sphérique. En érigeant une structure à une distance équivalente au double de celle séparant la Terre du Soleil, la quantité de matériaux disponibles permettrait de créer une multitude de plateformes orbitales. Chacune de ces plateformes pourrait mesurer entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, offrant ainsi à cette civilisation la possibilité de s'établir sur les faces orientées vers l'étoile. Une coque de cette épaisseur serait suffisamment solide pour être habitable et intégrer tout l'équipement nécessaire pour capter l'énergie solaire sans risquer de se rapprocher de l'étoile. Cependant, après avoir absorbé toute cette énergie solaire, la sphère devrait la réémettre pour éviter une accumulation qui la ferait inévitablement fondre. Ainsi, une étoile enveloppée dans une sphère de Dyson apparaîtrait assombrie, voire totalement occultée, selon la densité des plateformes orbitales. En même temps, elle émettrait un rayonnement inhabituellement intense dans les longueurs d'onde infrarouges, invisibles à l'œil nu. En raison de l'émission de rayonnement infrarouge, les sphères de Dyson sont classées parmi les technosignatures, des indices d'activité que les astronomes peuvent exploiter pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers. Certains chercheurs terrestres possèdent des cartes infrarouges du ciel nocturne qu'ils scrutent dans l'espoir d'identifier de pareilles structures. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune sphère de Dyson n'a été découverte. Toutefois, une étude a proposé plusieurs candidates pouvant être des sphères de Dyson. Les auteurs de cette recherche ont traité d'énormes quantités de données en utilisant un pipeline spécifique pour combiner et analyser les informations. L'un des critères essentiels de cette recherche est la détection d'un excès de rayonnement infrarouge, tout en veillant à distinguer ce rayonnement de celui émis par des objets naturels. Après avoir effectué un filtrage complexe de millions d'objets, les chercheurs ont donc identifié 7 candidates potentielles, mais une analyse plus approfondie est nécessaire pour en confirmer la nature. Les scientifiques prévoient d'utiliser la spectroscopie optique, qui pourrait offrir des informations supplémentaires sur ces objets et leurs origines. Cependant, ils soulignent que ces candidates pourraient être également expliquées par d'autres phénomènes, comme des disques de débris ou des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Seules des recherches supplémentaires permettront de déterminer si ces objets sont vraiment des traces d'autres civilisations parmi les systèmes stellaires. Pour le moment, la question demeure sans réponse. Il est intéressant de noter que les sphères de Dyson ont souvent été abordées dans la science-fiction. Dès 1937, dans son roman Star Maker, Olaf Stapledon décrivait des systèmes d'une galaxie particulière, entourés par une brume de pièges à lumière, concentrant l'énergie solaire à des fins intelligentes, ce qui expliquait l'obscurcissement total de la galaxie. Dans un autre roman, Ringworld, l'auteur imaginait une structure artificielle en forme d'anneau, en orbite autour d'une étoile. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale,
comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement.
Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Apo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GERATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme,
Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenu à l'avance,
nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Une récente étude a impliqué près de 200 étoiles gigantesques qui arrivent à la fin de leur vie. Elle a fourni aux scientifiques des informations plus précises sur la manière dont le Soleil finira un jour. Il s'avère que le Soleil sera environ 200 à 300 fois plus grand qu'il ne l'est maintenant lorsque sa fin arrivera. Pour commencer, abordons quelques informations de base sur la taille des étoiles. Les grandes étoiles atteignent ce stade car elles ont épuisé leur carburant nucléaire et ne brûlent plus d'hydrogène dans leur noyau. Finalement, le noyau devient suffisamment chaud pour enclencher la prochaine étape de fusion, qui est la combustion de l'hélium. Toutes les étoiles examinées dans cette nouvelle étude étaient soit dans cette phase de combustion de l'hydrogène dans l'enveloppe, soit dans la phase de combustion de l'hélium dans le noyau. Même si les étoiles géantes et supergéantes représentent moins de 5% de toutes les étoiles, du moins celles que nous connaissons, elles sont en réalité très visibles de loin car elles sont très lumineuses. En fait, selon les scientifiques, environ un tiers de toutes les étoiles que vous pouvez voir dehors par une nuit sombre sans lune sont des étoiles géantes ou supergéantes. Cette étude finira par fournir aux astronomes des informations vraiment utiles sur les étoiles massives. Ils pourront déterminer leur taille et leur température, peu importe où elles se trouvent ou leur stade d'évolution. Cela signifie qu'ils peuvent voir la véritable couleur d'une étoile et utiliser cela pour découvrir son rayon. Plutôt cool, non? Cela soulève la question. À quoi ressemblera notre Soleil lorsqu'il sera vieux et grincheux? En termes simples, il s'étendra lorsqu'il commencera à brûler sa coquille d'hydrogène, mais rétrécira un peu durant sa phase de combustion du noyau d'hélium. Après quelques centaines de millions d'années, il finira par devenir une étoile géante environ 2 à 300 fois sa taille actuelle. Finalement, le Soleil s'étendra tellement qu'il finira simplement par s'évaporer. Ainsi, que se passera-t-il lorsque le Soleil s'éteindra? En fait, les scientifiques ont quelques prédictions sur ce qui se produira, même si nous ne serons pas là pour le voir. Ils sont à peu près sûrs que le Soleil se transformera en une nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses planétaires sont des fragments de gaz et de poussière dans l'espace provenant d'une étoile qui s'éteint. Ils ont reçu leur nom parce qu'ils ressemblaient à des planètes pour les personnes utilisant des télescopes au XVIIIe siècle, même si nous savons maintenant qu'ils n'ont rien à voir avec les planètes réelles. Mais voici ce qui est extraordinaire. Les astronomes ont découvert qu'ils peuvent utiliser le niveau de luminosité de ces nébuleuses planétaires pour calculer leur distance par rapport à nous. En 2018, des scientifiques ont également découvert que le Soleil est la plus petite étoile qui puisse encore produire une nébuleuse visible. Plus petite, elle ne serait pas visible.
les étoiles qui ont jusqu'à 3 fois la masse du Soleil produiront des nébuleuses plus brillantes. Le Soleil a actuellement 4,6 milliards d'années, mais on estime qu'il a encore 10 milliards d'années avant sa fin. Le Soleil devient également plus lumineux chaque année. Cela ne semble pas beaucoup pour l'instant, mais cela va en réalité causer de gros problèmes pour la Terre. Dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera trop brillant pour que la vie sur Terre puisse survivre. Nos océans s'évaporeront, et il fera trop chaud pour que l'eau puisse se reformer. Donc, à moins de trouver un moyen de quitter cette planète, l'humanité n'a environ qu'1 milliard d'années devant elle. La Terre existera-t-elle encore lorsque le Soleil se transformera en poussière? Il est difficile de connaître avec certitude l'échéancier exact. Mais même avant que cela ne se produise, la Terre sera très probablement calcinée et sans vie, sans atmosphère ni océan. On ne sait pas précisément à quelle distance les couches extérieures du Soleil s'approcheront de la Terre. Mais si elles s'approchent trop, cela pourrait entraîner la Terre à spiraler dans le Soleil et disparaître complètement. Même si notre planète parvient d'une manière ou d'une autre à survivre à la phase géante du Soleil, elle orbitera autour d'une naine blanche chaude, c'est-à-dire une étoile qui a épuisé son carburant. Dans ce futur lointain, le Soleil sera à peine plus grand que notre planète. Finalement, le Soleil se refroidira et s'assombrira complètement. Il entrera dans une autre phase appelée une naine noire. Cela desserrera l'orbite de la Terre, et notre planète spirale vers le Soleil éteint. Mais il est intéressant de noter que le Soleil n'a pas le dernier mot sur ce qui arrive à la Terre. La gravité maintient les planètes en orbite, mais elle les attire également les unes vers les autres, ce qui peut entraîner une flexion et une dérive de leurs orbites. Cela pourrait conduire à la déstabilisation du système solaire et à l'éjection de planètes, y compris la Terre. En gros, beaucoup de choses pourraient se passer dans les 5 milliards d'années à venir, avant que le Soleil ne devienne une géante rouge. Il y a aussi un autre scénario. Bien que la plupart des étoiles restent loin de notre système solaire, il y a une chance qu'une d'entre elles puisse s'approcher au cours du prochain milliard d'années. Même une petite étoile ou un trou noir pourrait perturber l'orbite de notre planète s'il se rapproche trop. Mais ne vous inquiétez pas trop. Les chances que cela se produise sont faibles en raison de la distance entre les étoiles. Notre Soleil est une étoile solitaire, donc il y a peu de chances que nous puissions monter à bord d'une autre étoile à proximité. Cependant, de nombreuses étoiles dans notre univers ont des compagnons. Parmi ces étoiles se trouve Castor, un système magnifique qui comprend 6 étoiles et qui est l'un des objets les plus lumineux du ciel nocturne. Bien que les humains admirent Castor depuis des siècles, ils n'étaient pas conscients de sa véritable nature, jusqu'à l'invention des télescopes et des spectroscopes. Même avec l'aide d'un petit télescope, il est évident que Castor est composé de 2 étoiles principales, Castor AA et BA, qui gravitent l'une autour de l'autre. Ces étoiles sont plus grandes que le Soleil et nécessitent 467 ans pour compléter une orbite. Au total, Castor est composé de 6 étoiles différentes. La plus grande, appelée Castor AA, est environ 2 fois plus grande que le Soleil, tandis que la plus petite a environ 0,5 la masse du Soleil. Si les humains veulent survivre aux prochains milliards d'années, nous devrions peut-être établir un campement ailleurs dans l'univers. Cela peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais cela pourrait devenir notre réalité un jour. Heureusement, la NASA examine déjà quelques options. Ils ont découvert 2 nouvelles planètes, TOI 700e et TOI 700d, qui pourraient être de nouveaux points chauds pour nous, les humains. TOI 700e est dans la zone optimiste, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir de l'eau et même une atmosphère. TOI 700d est dans la zone habitable conservatrice, donc les scientifiques ne sont pas encore certains à son sujet. Mais bon, nous prenons ce que nous pouvons obtenir. Mais attendez, avant de commencer à préparer vos bagages, il y a un petit problème. Comment allons-nous y arriver? Il a fallu des mois de préparation à John Glenn juste pour faire 3 fois le tour de la Terre. Donc, nous devrions peut-être commencer à travailler sur notre entraînement d'astronaute. Eh bien, au moins, nous avons quelques options pour nos futurs projets de vacances intergalactiques. Ne serait-il pas agréable de pouvoir voyager dans le temps pour voir à quoi ressemblera notre système solaire dans des milliards d'années? Un physicien américain nommé Ron Mallett a proposé une théorie intéressante pour le voyage dans le temps. Elle utilise la lumière, une ressource abondante dans l'univers.
Son idée implique l'utilisation d'un cylindre rotatif de lumière, qui pourrait transporter un objet à la fois dans l'espace et dans le temps, de manière similaire à la façon dont une bulle se déplace dans un liquide en mouvement. Mallet suggère qu'un cylindre de la bonne forme pourrait permettre de voyager dans le passé et le futur. Pour tester sa théorie, il a tenté d'obtenir des financements pour une expérience. Cependant, certains scientifiques considèrent que la théorie de Mallet est impossible et inutile à tester. Nous pourrions également être capables de voyager dans le temps si nous nous déplaçons suffisamment vite. Selon Einstein, la façon dont nous vivons le temps peut changer en fonction de notre vitesse de déplacement. Si nous allons vraiment vite, le temps ralentit. Par exemple, les astronautes dans l'espace vieillissent un peu plus lentement que les gens sur Terre. C'est important pour des choses comme le GPS, qui serait incorrect sans ajustements spéciaux à cause de comment le temps est affecté. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement.
Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire, et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires.
Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. Quoi? Regarde. Tu vois ça? Une partie du Soleil s'est détachée, et elle tourbillonne maintenant au-dessus de la surface de l'étoile, ayant formé un gigantesque vortex. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, admettons-le, nous connaissons encore très peu de choses sur le Soleil, aussi crucial que cette étoile soit pour notre bien-être. Néanmoins, dans le cas du Soleil brisé, les scientifiques peuvent probablement expliquer ce qui s'est passé. Une partie du plasma de l'étoile a probablement érupté de la surface du Soleil et s'en est détachée, créant quelque chose ressemblant à un vortex en forme de couronne au-dessus du pôle nord solaire. Et pourtant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes doivent réaliser des analyses plus poussées pour comprendre si c'est réellement ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, ils sont un peu perplexes, car ce phénomène n'a rien de comparable à ce qu'ils ont observé auparavant. Cependant, les images que nous avons sont indéniablement impressionnantes. Ce qui est plus alarmant cependant, c'est que le comportement de notre étoile est en train de changer. Le Soleil intensifie actuellement son activité. Il devient plus turbulent avec des éruptions solaires et des taches solaires. Cette année, il a émis des éruptions tous les jours jusqu'à présent. Il a également produit quelques éruptions de classe X et M en janvier 2023. Ces éruptions sont les plus grandes et les deuxièmes plus grandes que notre étoile puisse produire. Bien que cela puisse paraître un peu alarmant, ne vous inquiétez pas. Le Soleil a certains cycles d'activité qui se répètent environ tous les 11 ans. Certains sont relativement calmes, tandis que d'autres sont absolument sauvages. Ces cycles se produisent en même temps que les fluctuations du champ magnétique du Soleil. Lorsqu'il est le plus faible au pôle de l'étoile, il change de place. Cela entraîne une inversion de la polarité du champ magnétique. C'est précisément la période où le Soleil est le plus actif. Elle est connue sous le nom de maximum solaire. En ce moment, nous sommes proches de ce maximum solaire. Les scientifiques peuvent le déterminer en analysant l'activité solaire inhabituelle. Mais comme le Soleil reste en grande partie un mystère pour nous, personne ne peut déterminer quand le renversement de polarité est susceptible de se produire. Une estimation approximative est juillet 2025. En même temps, nous ne pouvons pas dire que la situation solaire actuelle est normale. Il est vrai que chaque cycle solaire est différent des autres. Certains sont plus faibles, d'autres plus puissants. Donc, celui-ci, qui a commencé en décembre 2019, a déjà largement dépassé toutes les attentes des scientifiques et continue de le faire. Ce qui nous ramène au vortex observé le 2 février 2023, qui a tellement impressionné les astronomes. Cela a commencé comme une protubérance solaire. Il s'agit d'un filament de plasma brillant s'étendant au-delà de la surface du Soleil. Et laissez-moi vous dire, les prominences solaires sont un phénomène absolument régulier. Et, comme la plus récente, elles surviennent souvent à de hautes altitudes autour de la couronne du Soleil, qui est la couche la plus externe de l'atmosphère de l'étoile, également connue sous le nom de couronne solaire. Quoi qu'il en soit, les prominences comme celle en question sont appelées prominences haies, parce qu'elles ressemblent à une haie. Mais ce qui a surpris les astronomes est survenu un peu plus tard. Le matériau du filament s'est apparemment détaché et a commencé à tourner autour du pôle près duquel il s'était formé, à 60 degrés de latitude, et à une vitesse d'environ 100 km par seconde. Et cela a duré environ 8 heures. Un scientifique qui observe les cycles du Soleil depuis des décennies affirme qu'il n'a jamais vu de tourbillon de ce genre. Malheureusement, les pôles solaires sont très difficiles à observer. Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous obtenions nos réponses. Pour la première fois, un vaisseau spatial a touché la surface du Soleil en 2021. C'était la sonde solaire Parker de la NASA qui a traversé l'atmosphère supérieure de notre étoile. Elle a également prélevé des échantillons de particules et examiné les champs magnétiques là-bas. C'était une véritable étape importante et un bond géant pour la science solaire. Mettre la main sur la matière même dont est fait le Soleil permettra aux chercheurs de découvrir des informations cruciales sur notre étoile et son influence sur nous et l'ensemble du système solaire. La sonde Parker Solar s'est rapprochée de la surface du Soleil et a commencé à faire des découvertes que d'autres engins spatiaux étaient trop éloignés pour observer. Par exemple, la sonde a examiné le vent solaire de l'intérieur. C'est un flux de particules provenant du Soleil. Ces particules peuvent nous influencer ici, sur Terre.
Bien avant de s'approcher très près de l'étoile, la sonde Parker a découvert qu'à proximité du Soleil, il y avait de nombreuses structures magnétiques en zigzag dans le vent solaire appelées switchbacks. Mais à ce moment-là, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre comment elles se formaient et où elles apparaissaient. Mais maintenant, plus de 2 ans plus tard, nous savons avec certitude que les switchbacks prennent leur origine à la surface solaire. Comme vous le savez, le Soleil n'a pas de surface solide, contrairement à notre planète. Mais il possède une atmosphère surchauffée, qui est composée de matériaux solaires liés par des forces magnétiques et la gravité. Lorsque la pression et la chaleur montante poussent ce matériau loin de l'étoile, il finit par atteindre un point où le champ magnétique du Soleil et sa gravité ne peuvent plus le contenir. Ce point a son propre nom, la surface critique d'Alfvén. Il marque la limite de l'atmosphère solaire, et c'est aussi là que commence le vent solaire. Le matériau qui parvient à passer la frontière se transforme en vent solaire. Il entraîne le champ magnétique du Soleil vers la Terre et au-delà. Mais le plus important est qu'au-delà de la frontière, ce vent commence à se déplacer si rapidement que ces ondes ne peuvent pas revenir vers le Soleil. Ce qui signifie littéralement couper tous les liens avec l'étoile. Lors de son survol, la sonde Parker est entrée et sortie plusieurs fois de la couronne solaire, ce qui a prouvé que la surface critique d'Alfvén n'était pas en forme de sphère lisse. Elle présente des vallées et des pointes, et sa surface est quelque peu ridée. À un moment donné, la sonde est même tombée sur un pseudo-réseau. Ce sont des structures massives dans la couronne solaire qui s'élèvent bien au-dessus de la surface de l'étoile. Vous pouvez les voir depuis la Terre lors des éclipses solaires. Et vous savez quoi? Pour la sonde Parker, traverser ce pseudo-tourelle était comme voler dans l'œil d'une tempête. À l'intérieur, tout était beaucoup plus calme. Les particules se déplaçaient plus lentement, et il y avait moins de détours. C'était un énorme changement par rapport à la barrage de particules que la sonde rencontrait à l'intérieur du vent solaire. Maintenant, en parlant des éruptions solaires, elles sont assez dangereuses pour la Terre. Les radiations qu'elles émettent peuvent interférer avec nos communications radio. Ces tempêtes affectent tous les systèmes électroniques, de l'Internet au réseau électrique, et peuvent de même détruire les satellites. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se prolongent pendant des heures. Les scientifiques classifient les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Vous n'êtes probablement pas en mesure de remarquer les éruptions les plus petites si vous ne disposez pas d'équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio-radio à courte durée au pôle, mais rien de trop grave. Ce sont les éruptions de classe X que l'on devrait craindre. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle se dirigeant vers la Terre ne surviendra pas d'un seul coup. D'abord, il y aura une lumière solaire à haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseront la haute atmosphère de notre planète et perturberont les communications radio. Ensuite, une tempête de radiation frappera la Terre, et finalement, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindra notre atmosphère. Les particules interagiront avec le champ magnétique de la planète et provoqueront des ravages à travers le monde. Si une tempête solaire intense se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber le GPS et mettre hors service des satellites. Si des astronautes effectuaient une sortie extravéhiculaire à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier flash de lumière pour trouver un abri. Leur engin spatial serait probablement correctement blindé et suffisamment sûr. Le principal défi serait de rentrer à l'intérieur à temps. Ensuite, la tempête interférerait avec les communications par satellite. C'est pourquoi bon nombre de vos activités quotidiennes, de l'appel de vos amis au paiement par carte de crédit, seraient compromises. Mais l'une des pires conséquences serait liée aux réseaux électriques. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les transformateurs géants. Une puissante tempête solaire pourrait coûter aux gens de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars. Heureusement, si une tempête solaire aussi puissante se dirigeait vers nous, nous recevrions très probablement une sorte d'avertissement. Des équipements modernes partout dans le monde et dans l'espace ne cessent d'observer le Soleil, pas même une seconde. Cela nous donnerait un peu de temps pour nous préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs étaient mis hors ligne à temps, les conséquences ne seraient pas si dramatiques. Attention, attention, alerte d'urgence. Ceci n'est pas un exercice.
La Voie lactée est en feu. Je répète, la Voie lactée est en feu. Protocole d'évacuation activé. Toutes les formes de vie terrestre doivent être déplacées vers la galaxie d'Andromède immédiatement. Je répète. Attendez, un feu dans notre galaxie. Oui. Un gaz incroyablement chaud qui entoure la Voie lactée. Ce gaz est non seulement extrêmement chaud, mais il existe aussi depuis des milliards d'années. Qu'est-ce qui chauffe ce gaz ainsi, tout en le conservant? La Voie lactée contient bien plus de gaz que d'étoiles, et ce gaz est crucial pour la formation de nouveaux astres. Au cours de milliards d'années, cette immense réserve a permis à notre galaxie de continuer à produire des étoiles. Mais ce gaz est incroyablement ténu et diffus, ce qui le rend presque impossible à observer directement. Pendant longtemps, il a été impossible de connaître la quantité réelle de gaz contenu dans la Voie lactée. Mais ces dernières décennies, les chercheurs ont finalement pu confirmer que notre galaxie est effectivement entourée d'une sphère gigantesque de gaz chaud. Ce nuage de gaz s'étend sur 700 000 années-lumière depuis le centre de la galaxie et atteint des températures de plusieurs millions de degrés. Au début, les scientifiques pensaient que ces températures incroyables étaient dues à la gravité de la Voie lactée. Ils croyaient que la gravité faisait tourbillonner le gaz, l'empêchait de s'effondrer et, en même temps, le chauffait. Mais récemment, ils ont découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Une seconde couche de gaz, et elle était encore plus chaude. Comment sont-ils tombés sur ce gaz atteignant une température d'environ 10 millions de degrés Celsius? Ce sont les faibles rayons X provenant de toutes les directions dans le ciel qui ont révélé sa présence. Il nous est également apparu lorsqu'il a absorbé la lumière de lointains quasars, ces objets lumineux situés bien au-delà de notre galaxie. Du coup, les scientifiques se sont mis à chercher des sources de chaleur pouvant expliquer ce phénomène étrange. Et ils ont découvert que ces deux types de gaz, le gaz émetteur des rayons X et le gaz absorbant, provenaient de différentes régions de la galaxie. Le gaz émetteur aurait apparemment pour origine une région située autour du disque stellaire de la Voie lactée. Cette région est étroitement liée à la formation des étoiles de la galaxie, toujours en cours de nos jours. Les étoiles massives de ces régions finissent par exploser en supernova, libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie chauffe le gaz environnant à des températures extrêmes. Ce gaz connaît ensuite une période de turbulence et de mouvements très chaotiques. Une partie s'échappe dans l'espace autour de la galaxie, tandis qu'une autre se refroidit et retombe vers le disque. Ce cycle continu de chauffe, de refroidissement et de turbulence maintient la visibilité de la couche de gaz chaud dans le spectre X. Le gaz absorbant s'enrichit d'éléments tels que le soufre, le magnésium et le néon. Ces éléments se forment à l'intérieur d'étoiles massives par le biais de la réaction nucléaire et s'échappent dans l'espace lors des explosions de supernovas. Les étoiles errantes projetées hors du disque de la Voie lactée contribuent également à ce processus. Lorsqu'elles explosent en supernova, elles créent des poches de gaz enrichis au-dessus du disque de la galaxie. Le gaz émetteur de rayons X forme une couche lumineuse autour du disque de la Voie lactée. Cette couche ne disparaît jamais, car la formation d'étoiles et l'activité des supernovas est permanente. Ensemble, ces processus expliquent à la fois les signaux d'absorption et d'émission observés par les astronomes. La formation d'étoiles, les explosions de supernovas et les mouvements du gaz contribuent tous à façonner la Voie lactée. Le gaz chaud ne se contente pas de réguler la formation des étoiles, il redistribue également les matériaux créés à l'intérieur de celles-ci. Et les éléments produits dans les noyaux stellaires sont dispersés dans toute la galaxie par les supernovas, devenant ainsi les blocs constitutifs des futures générations d'étoiles. L'équipe de recherche a l'intention de continuer à observer le gaz sur d'autres longueurs d'onde. Cela pourrait nous fournir davantage d'informations sur le comportement du gaz et sur sa composition. Et une fois que nous comprendrons la dynamique de ce gaz, nous serons probablement en mesure de mieux comprendre l'évolution de galaxies, comme la Voie lactée. Toutes les données nous sont précieuses dans la matière. Après tout, nous ne connaissons même pas encore la véritable forme de notre galaxie. Des découvertes récentes ont révélé que la Voie lactée n'est pas un disque plat, comme on le pensait jusqu'à maintenant. Non, elle est comme gondolée. Et le plus fou dans tout ça, la matière noire pourrait être la cause de cette déformation. La première confirmation que la Voie lactée n'est pas un disque parfaitement plat est venue des observations de la sonde spatiale Gaïa. Gaïa a cartographié les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles.
et ces observations nous ont montré que la Voie lactée s'étend plus loin que ce que l'on croyait initialement. Sur ses bords, le disque galactique présente une structure ondulée et gondolée, avec d'importantes déformations le long de son extrémité. Mais qu'est-ce qui cause donc cette déformation? Elle peut être le résultat d'anciennes collisions galactiques, comme celle qui a eu lieu entre la Voie lactée et la galaxie naine du Sagittaire il y a environ 6 milliards d'années. Cependant, une nouvelle étude suggère une autre possibilité. Cette déformation pourrait avoir pour cause un halo de matière noire incliné entourant notre galaxie. Les halos de matière noire sont des structures invisibles mais massives qui entourent la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée. Ces halos contiennent la majeure partie de la masse d'une galaxie et exercent une forte influence gravitationnelle sur la structure de celle-ci. Si un halo de matière noire est incliné par rapport au plan d'une galaxie, il se peut qu'au fil du temps, ces effets gravitationnels finissent par la déformer. Pour savoir si cette théorie est juste, les chercheurs ont utilisé des données provenant de simulations informatiques très détaillées, ayant modélisé l'évolution galactique en intégrant la matière noire et les interactions entre la matière et les champs magnétiques. Cette analyse a révélé que la région intérieure d'un halo de matière noire peut effectivement s'incliner de manière significative par rapport au plan d'une galaxie. Cette inclinaison pourrait résulter de collisions galactiques ou de rapprochements avec d'autres galaxies. Et ces halos peuvent demeurer ainsi pendant des milliards d'années, ce qui est suffisamment long pour déformer un disque galactique. D'un autre côté, ce phénomène n'est pas unique. Les astronomes ont observé des plans déformés dans d'autres galaxies. En fait, près de la moitié de toutes les galaxies spirales de l'univers ont des disques déformés. Ainsi, le rôle des halos de matière noire inclinés et leurs effets gravitationnels dans la formation des galaxies pourrait être bien plus répandu qu'on ne le pensait auparavant. Tandis que nous cherchons des réponses, la Voie lactée continue de briller intensément. Mais qu'est-ce qui est à la source de cet éclairage continu? Qu'est-ce qui alimente le processus de formation des étoiles? Après tout, une étoile de la taille du Soleil naît chaque année dans la galaxie. Et pour cela, il faut beaucoup de carburant. La formation stellaire nécessite de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais il devrait être épuisé depuis longtemps, à moins qu'il n'existe quelque part une source de renouvellement. Cette source pourrait être les nuages d'hydrogène en mouvement rapide qui pleuvent sur le disque de la galaxie. L'hydrogène qui alimente la Voie lactée est ionisé, ce qui le rend difficile à détecter. Contrairement à l'hydrogène atomique, qui émet de la lumière, l'hydrogène ionisé n'en émet pas. Au lieu de cela, il absorbe la lumière, ce qui signifie qu'il ne peut être observé que lorsqu'il passe devant une source lumineuse. Auparavant, les astronomes utilisaient les quasars, des objets spatiaux extrêmement lumineux et lointains, comme source de lumière pour détecter ces nuages de gaz. Malheureusement, dans ce cas particulier, il était impossible de déterminer à quelle distance se trouvaient les nuages. Ils pouvaient être n'importe où, entre la Voie lactée et les quasars distants de plusieurs milliards d'années-lumière. Pour localiser l'emplacement des nuages de gaz, les astronomes ont donc fait appel au spectrographe des origines cosmiques installé à bord du télescope spatial Hubble. Ils ont pu observer 27 étoiles situées à moins de 10 000 années-lumière du disque de la Voie lactée. Ils ont analysé la lumière de ces étoiles et découvert qu'environ la moitié était obscurcie par des nuages de gaz. Cela signifie qu'ils étaient suffisamment proches pour alimenter directement le disque de la Voie lactée. Les chercheurs ont ensuite calculé que les nuages de gaz contenaient une masse totale équivalente à 110 millions de soleils. Ce vaste réservoir d'hydrogène offre plus de carburant qu'il n'en faut pour soutenir la formation d'étoiles de la Voie lactée. Mais d'où viennent ces nuages? Jusqu'à aujourd'hui, cela reste un mystère. Il existe deux hypothèses principales. Les nuages pourraient être constitués d'hydrogène qui se serait formé peu après le Big Bang, du gaz primordial. Ces structures pourraient s'être tenues hors de toute galaxie pendant des milliards d'années, ne s'en approchant que récemment en raison de l'attraction gravitationnelle. Ou bien il se peut que les nuages soient constitués de matériaux éjectés par la Voie lactée elle-même. Lorsque les étoiles explosent en supernova, il arrive qu'elles exhalent du gaz vers l'extérieur. Avec le temps, ce matériau pourrait se refroidir, retomber vers le disque et former ces nuages. Nous ne pourrons déterminer l'origine des nuages qu'après avoir étudié leur composition chimique. Le gaz provenant des étoiles explosées contient des éléments plus lourds, tandis que le gaz primordial créé après le Big Bang est composé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium.
De futurs télescopes à spectre ultraviolet pourraient nous fournir les mesures détaillées nécessaires pour trancher la question.